à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le site du lycée agricole de Coulogny-Chamiers et nous vous remercions d'avoir pris sur votre temps de travail. Donc, nous sommes des étudiants de la licence professionnelle valorisation, animation et médiation des territoires ruraux. Cette licence intègre le module de l'économie sociale et solidaire. C'est donc dans ce cadre que nous organisons cette table ronde qui a pour problématique l'économie sociale et solidaire, économie de substitution ou projet de société. La première partie de cette table ronde durera 1 heure et sera centrée sur des questions débat auprès de nos 4 intervenants. Ensuite, nous nous consacrerons au recueil de vos questions. Donc, je laisse la parole à mon camarade Lilian pour plus amples informations sur la fiche question. Normalement, chacun d'entre vous doit disposer d'une fiche qui vous permettra de prendre des notes au cours de cette table ronde sur l'économie sociale et solidaire. Elle vous permettra de noter ces questions. Puis nous recueillerons ces fiches auprès de vous avant la pause de 16h30. Après la pause, nous prendrons également le temps d'1 heure sur les questions-réponses et qui sera suivi d'un pot de l'amitié. Pour la clôture de notre rencontre, elle s'effectuera aux alentours de 18h. Je vous remercie d'éteindre vos téléphones et autres accessoires pouvant perturber votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Vincent Cornet. Bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à cette table ronde. Autour de cette dernière, nous accueillons 4 intervenants. En premier, monsieur Nicolas Pérez, animateur territorial et chargé de mission de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Madame Amandine Cochard, ingénieure territoriale au sein du bureau d'études La Botte de Paille, portée par la coopérative d'activité Iriscope. Monsieur Jean-Luc Giraudel, président de la Ligue de l'enseignement et enseignant universitaire en géographie. Et enfin, monsieur Bruno Fontan, dirigeant et fondateur d'Aquabio. Donc, pour me présenter très brièvement, je suis Vincent Cornet, je suis également étudiant en VAMTR. À mes côtés, Delphine Géna. Alors moi, je suis titulaire d'un BTS Gestion et Protection de la Nature et Delphine d'un DUT Carrière sociale et gestion urbaine. Et nous sommes tout particulièrement intéressés par les enjeux que propose l'économie sociale et solidaire. Donc une toute première question, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, votre structure, votre rôle et je passe la parole, si vous le souhaitez, à vous, monsieur Pérez. Alors oui, bonjour. J'ai une voix qui porte, mais je prends quand même le micro. Donc je remercie Jérôme de nous avoir invités toute la semaine à participer donc, à ce module, parce que c'est un des objectifs aussi de la CRES, de pouvoir faire en sorte que des étudiants comme vous puissent avoir accès à cette information, à cette sensibilisation, à cette formation à l'ESS. Donc je suis animateur territorial à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine, récemment fusionnée en juillet 2017. Fusion des 3 ex-CRES, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Voilà, je développe je dis juste que la CRES, c'est la tête de réseau des acteurs de l'ESS, donc des acteurs qui allient activité économique et utilité sociale. Alors, moi, je travaille en fait dans un bureau d'études sur le développement des territoires et c'est porté par Iriscope, donc qui est une CAE, une structure de l'économie sociale et solidaire, donc. Et au sein du bureau d'études, on travaille aussi particulièrement avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, dont un certain nombre sont ici aussi aujourd'hui. Donc notamment un collectif qui est en train de se mettre en place autour d'Occitania Creativa, qui est une structure de l'ESS aussi, et dont l'objectif est de répondre du coup aux besoins des territoires et au développement des territoires en fusionnant nos compétences professionnelles diversifiées. Bien, merci. Donc, si effectivement je suis président de la Ligue de l'enseignement et universitaire, je ne suis pas du tout géographe, donc ne me posez pas de questions de géographie. Si par hasard vous avez des questions en mathématiques, c'est avec plaisir que j'y répondrai, mais je crains j'espère d'ailleurs que ça ne sera pas le sujet cet après-midi. Oui, donc pour parler rapidement, présenter rapidement la Ligue de l'enseignement de la Dordogne, c'est une association d'abord, c'est une structure associative qui existe dans tous les départements, qui est chapeautée par une confédération qui est la Ligue de l'enseignement au niveau national
Et chaque ligue départementale, comme celle de la Dordogne, fédère à son tour des associations. Donc pour donner un ordre d'idée de ce qu'est la Ligue de l'enseignement de la Dordogne, nous avons 350 associations qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement en Dordogne, ce qui représente à peu près 20 000 adhérents. Et nous avons nos propres activités, donc au cours du débat, on pourra parler à la fois des activités des associations que nous affilions, mais également des propres activités de la Ligue, de la Fédération de la Dordogne, qui est aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et en Dordogne, on est surtout actif dans le domaine des loisirs, des vacances et de la formation. Bonjour, merci de l'invitation. Je m'excuse par avance des nombreuses quintes de tout que je vais avoir pendant le débat, mais voilà. Donc moi, Bruno Fontan, donc je suis le PDG d'Aquabio, qui est un bureau d'études en écologie aquatique, dont le siège social est basé à côté de Libourne, et qui a un certain nombre d'antennes. On a 5 agences sur l'ensemble du territoire français. Notre travail est d'évaluer le niveau des pressions humaines sur les milieux aquatiques, rivières, plans d'eau, etc., en étudiant la faune et la flore, donc en regardant les poissons, les plantes, les insectes qui vivent dans les eaux. On arrive à évaluer le niveau de pollution de celles-ci. Et donc on surveille notre mission est de surveiller l'état des rivières en France. Voilà. Donc je me tourne toujours vers vous, nos intervenants, pour les questions que nous souhaiterions développer plus individuelles. Donc on va commencer tout d'abord par Monsieur Nicolas Pérez. Peut-être assez rapidement, en quelques minutes si possible, quelles seraient selon vous les spécificités de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine en termes de poids économique au niveau de l'emploi et de diversité de champs d'action? Alors, j'ai 2 heures là ou j'ai 3 minutes? Je vais essayer d'être synthétique et clair. Bon, c'est vrai que la Nouvelle-Aquitaine, entre Bressuire, Tulle et Hendaye, c'est un territoire quand même qui est assez vaste. Alors moi, mon champ d'action, on va dire, c'est plutôt l'ex-Aquitaine, même si le travail est fait conjointement avec mes collègues des 3 sites, puisque la CRES est présente sur Poitiers, Limoges et Bordeaux. Donc, on va dire que sur la région, en fait, en termes de chiffres, si on parle quantitativement, il y a des disparités, effectivement. Bon, même si l'ESS représente à peu près 22 000 entreprises employeuses en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est quand même assez important. La majorité d'entre elles sont des associations aux 3/4, on va dire. Et parmi ces associations, la moitié est sur le champ de l'action sociale. Cependant, donc en termes d'emploi, on est à entre 10 et 12% de l'emploi, donc 10% des salariés au total sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors après, il y a des disparités. Il y a le pôle mutualiste à Niort qui représente 17 à 20% de l'emploi privé. Il y a notamment aussi dans le Limousin certains territoires qui font de l'ESS un moteur de développement, donc qui ont beaucoup plus de structures et donc beaucoup plus d'emplois. Et puis à l'inverse, des territoires comme dans le sud des Landes où il y a un peu moins, le pourcentage est un peu moins important, mais aussi dans le Périgord noir, par exemple, sur la communauté de communes de la Cortaise en Sud-Aquitaine, où là, on est aux alentours de 8% en termes d'emploi. Donc ça varie, mais globalement, on est autour de 10 à 12%. Après, sur les secteurs d'activité, l'ESS, vous l'avez vu cette semaine, ça est représenté dans tous les secteurs d'activité, même si l'action sociale est prépondérante. Donc on peut retrouver des emplois dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'agriculture, dans la communication. Occitania Creativa est là pour témoigner sur les médias, ou en tout cas sur la valorisation du patrimoine. Et donc voilà, les champs d'activité sont vastes. L'idée, c'est d'associer, l'ESS, c'est d'associer le cadre législatif qui est prôné par la loi Hamon de 2014 et puis les valeurs que l'on défend. Là, il y aurait beaucoup à dire, puisque au niveau des valeurs, certaines structures de l'ESS ne correspondent pas forcément à ce que nous, Chambre régionale, on attend des entreprises, ce qu'elles défendent sur leur territoire. Donc ça, on pourrait y revenir. Voilà, pour un premier jet. Après, j'aurais bien voulu présenter la CRES. La CRES qui est aussi une entreprise de l'ESS, qui se nomme une association. Voilà, il faut le dire, nous ne sommes pas une chambre consulaire comme peuvent l'être les chambres des métiers ou les chambres d'agriculture, par exemple, même si on a les mêmes missions, on va dire. Ça vous va ou...
Ça nous va très bien, mais vous pouvez se développer un petit peu si vous avez un peu de temps. Alors après j'ai un document parce que j'ai mis un peu des documents là que je vais vous montrer. On n'en a pas des milliers et des cents, alors même si on est un pôle ressources qui se doit d'être notamment ressources notamment juridiquement ou sur des thématiques qui sont propres à l'ESS ou qui sont propres au développement de l'ESS. Nous, on produit chaque année un panorama, donc qui est ce document-là, un panorama. Vous avez le poids de l'ESS sur les territoires, donc qui est téléchargeable sur le site. Donc c'est pour ça qu'on n'en a plus. On a été dévalisé pendant le mois de l'économie sociale et solidaire au mois de novembre, et il va y en avoir un autre là qui va être diffusé au printemps. Donc ça, vous pouvez le télécharger sur le site. CRES Aquitaine qui est toujours actif, puisque là on est en train de, justement, comme on vient juste d'être fusionné, on est en train de créer un portail CRES Nouvelle-Aquitaine. Donc là vous retrouvez un peu tous les chiffres. Après, c'est une de nos missions, la mission observatoire, qui précise un petit peu plus, qui affine les chiffres territoire par territoire. Donc c'est vrai que quand on souhaite, quand on est face à des élus, face à des porteurs de projets, face à des adhérents de la CRES, face à des acteurs quels qu'ils soient, qui s'intéressent peu ou prou à l'ESS, c'est important pour nous d'avoir des vrais chiffres et d'avoir un chiffre sur le territoire qui les concerne, avec les spécificités en termes d'associations, de coopératives, de mutuelles et de fondations. Et de voir, voilà, par exemple, on a réalisé un diagnostic sur le territoire de Saintes, par exemple, en 2017. On s'est rendu compte qu'il y avait COP Atlantique qui génère un peu plus qui génère 1 millier d'emplois, et donc du coup qui va avoir un effet sur le pourcentage d'emploi des personnes employées par la coopérative. Donc c'est vrai que l'ESS et les territoires, c'est un sujet intéressant parce qu'on voit que sur certains territoires, il y a des spécificités. Donc ça, vous pouvez les retrouver. Donc du coup, on demande à notre chargé de mission observatoire d'affiner les chiffres territoire par territoire. Donc, ce qui a été le cas sur le Périgord noir, par exemple, où on a accompagné la Maison de l'Emploi sur les assises de l'IAE et de l'ESS. Donc ça, c'est des choses qu'on peut produire. Merci en tout cas pour votre réponse. Maintenant, Madame Amandine Cochard, pourquoi avoir choisi l'ESS et une coopérative d'activité et d'emploi pour votre bureau d'études ? Pareil, vaste question, 5 minutes, hein, c'est ça. On va dire qu'il y a déjà, c'est un choix, un double choix, on va dire. C'est un choix stratégique, économique, parce que en me lançant à mon propre compte en bureau d'études, je me suis dit, est-ce que j'ai toutes les compétences, toutes les connaissances pour me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça ? La réponse était oui, si je me formais encore, mais j'étais déjà pas mal bien formée sur autre chose, donc je me suis dit peut-être pas nécessaire. Et je pense qu'en mutualisant certaines activités, justement, ça nous permet de se consacrer à notre cœur de métier et de faire vraiment ce pourquoi on a envie de se lancer, quoi. Donc du coup, l'intérêt des CAE, c'est justement de mutualiser notamment la comptabilité, la formation, et plein de choses qui font qu'on peut se lancer de manière un peu plus sereine dans notre activité. Donc ça, c'était la raison un peu stratégique. Il y avait une raison aussi vraiment au niveau des valeurs, bien évidemment. Et ça remonte, du coup, c'est plutôt le parcours personnel de chacun qui fait sens et qui fait sens vis-à-vis de l'ESS, de pourquoi on choisit cette économie-là plutôt qu'une autre. Donc moi, je dirais que ça... Après, personnellement, c'est vrai que mon parcours, j'ai toujours été dans l'ESS, des fois sans le savoir trop, parce que justement, au début, on commence beaucoup l'ESS par les associations sportives, associations étudiantes et tout, ou culturelles. Et puis ensuite, quand je suis partie au Québec pour faire ma deuxième formation en master, c'est vrai que là, ça c'est un peu plus... mon implication dans l'ESS était beaucoup plus consciente, puisque déjà au Québec, il faut savoir l'ESS existe en tant qu'économie sociale et solidaire, mais ils vont distinguer l'économie sociale de l'action communautaire. Donc on va dire qu'on reconnaît beaucoup plus facilement que c'est une économie. Et donc forcément, quand dans son environnement, on se rend compte que le café dans lequel on va prendre notre café, c'est de l'économie sociale. Que notre association sportive, c'est de l'action communautaire. Donc déjà, c'est plus facile de distinguer qu'est-ce qui est économique. Donc ça, je me suis rendu compte que oui, il y avait des activités économiques dans l'économie sociale et solidaire, ce qui est peut-être moins facilement visible en France. Ensuite, après, au Québec toujours, je travaillais dans les centres de recherche et mes objets d'études étant la gouvernance participative et l'innovation sociale,
forcément, par la marge, j'arrivais assez facilement à l'économie sociale et solidaire aussi. Donc ça a participé. Et du coup, c'est ça, quand je suis revenue en France et que j'ai fait le choix de quel type d'activité je voulais mener, je me suis dit, bon, une économie qui est alternative au capitalisme, ou en tout cas qui représente une certaine forme d'alternative et une volonté de transformation sociale et sociétale, c'est plus cette économie-là que je vais privilégier. Donc c'est pour ça que je me suis engagée là-dedans. Merci beaucoup. Une nouvelle question pour Jean-Luc Giraudet. Quel est le rôle de la Ligue 24 et en quoi est-elle complémentaire justement de l'éducation nationale ? Oui, alors je vais séparer les deux questions. Je crois peut-être commencer par le complémentaire de l'éducation nationale, tout simplement en faisant des références historiques, puisque la Ligue de l'enseignement, d'où son nom, a été créée il y a un peu plus de 150 ans maintenant, avec comme objectif de faire des citoyens, puisque c'était en réaction à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République au suffrage universel masculin, rappelons-le, mais suffrage universel. Et donc en disant que le suffrage universel ne garantissait pas la République. C'est-à-dire que ça ne suffit. Et donc il y avait une nécessité d'éduquer les citoyens, d'où la création par Jean Massé de la Ligue de l'enseignement, qui a débouché, après la proclamation de la Troisième République, sur les lois bien connues de Jules Ferry. Et donc, le lien avec l'éducation nationale s'est fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait une recherche, y compris dans notre département, où la Ligue de l'enseignement, le premier cercle périgourdin, s'est créé en 1880. Dès 1880, on trouve énormément de conférences, de tables rondes, comme aujourd'hui, qui sont organisées, avec à la fin, je pense que ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais à la fin, une collecte de fonds, avec comme objectif d'alimenter les bibliothèques. Vraiment, la grosse action au départ, dans cette fin du 19e siècle, c'était d'alimenter des bibliothèques scolaires, sachant qu'également, ces bibliothèques scolaires ne servaient pas seulement à l'école, c'était au sein de l'école, mais il y avait aussi un grand besoin de formation pour les adultes, qui ont donc... j'ai même retrouvé au niveau ce qui ne s'appelait pas le lycée agricole à l'époque, mais ces besoins au niveau du domaine agricole de former, avec l'aide de la Ligue de l'enseignement, les adultes. Et à partir de là, on va très vite arriver dans le secteur économique, puisque dans les écoles se sont créées des caisses des écoles, qui existent quelquefois encore aujourd'hui, avec des statuts, puisque il n'y avait pas de loi sur les associations, et la Ligue de l'enseignement a été un de ceux qui ont été à l'origine de la loi de 1901, la loi sur les associations. Donc très vite, vous voyez, 30 ans après, loi sur les associations. Et à partir de là, la Ligue de l'enseignement dans les départements s'est constituée, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fédération de ces associations. Et en Dordogne, le nom qui a été choisi, c'était de Fédération des œuvres laïques. Vous avez peut-être entendu parler de la Fédération des œuvres laïques, puisque jusque dans les années 2000, c'était le nom que portait la Ligue de l'enseignement en Dordogne, pour bien montrer cet aspect de fédération d'associations laïques, donc des amicales laïques qui, dans les communes, étaient très proches des écoles, puisque servaient, pour répondre précisément à votre question, elles servaient à alimenter la caisse des écoles, et se sont créées aussi des associations sportives. Donc la Ligue de l'enseignement a aussi un secteur sportif important, puisque les clubs UFOLEP en Dordogne relèvent de la Ligue de l'enseignement. Et on arrive, si on prend par exemple cet exemple du sport, à peut-être une réflexion tout à fait actuelle dont je pourrais parler dès maintenant. On constate aujourd'hui de plus en plus de tentations de pratiques individuelles, c'est-à-dire où les personnes ont du mal à s'insérer dans un club, mais ils ont envie de faire du sport, mais ils rechignent peut-être soit à intégrer un club, soit à prendre des responsabilités dans ce club. Et on voit très bien que le secteur marchand, lui, il est à l'affût. C'est-à-dire que si le secteur associatif, donc des structures d'économie sociale et solidaire, ne remplit pas ce rôle avec les valeurs dont vous parliez,
de faire, par exemple, si je garde l'exemple du sport, de faire du sport autrement et pas seulement de faire de l'argent, de considérer les membres non pas comme des membres actifs et qui co-construisent le projet, mais comme des clients à qui on va demander un chèque à la fin du mois et on va faire avec eux, eh bien, je crois que le risque pour notre démocratie est important. Donc ça permet de faire le lien, je crois, entre les valeurs que porte la Ligue, les mouvements d'idées, donc valeurs de laïcité, valeurs de vivre ensemble, mais aussi être un acteur de l'économie sociale et solidaire avec un dernier aspect que je voudrais évoquer, c'est donc toutes ces actions, vraiment la préoccupation de se préoccuper des publics défavorisés. Hein, je crois que ça aussi, je crois que dans ESS, je crois que le mot solidaire, il ne faut pas l'oublier et on y est très attentif. Merci beaucoup. Et enfin, pour finir, Bruno Fontan, comment êtes-vous passé, vous, de SARL à Scope en 2007 au sein d'Aquabio ? Comment ? Facilement. Donc Aquabio a été créé, on va fêter demain les 20 ans d'Aquabio, donc ça fait 20 ans que la structure existe et effectivement on est passé en Scope il y a 10 ans maintenant. Donc la Scope, c'est, je pense que vous avez dû voir un peu les statuts juridiques pendant votre semaine. C'est pas un statut juridique à part, donc on est SARL, on est resté en SARL, hein, on devient juste une Scope parce que les détenteurs du capital de l'entreprise deviennent les salariés en fait. Donc moi j'ai créé l'entreprise en 98 en sortant de la fac. Je suis resté très longtemps tout seul, comme dans de nombreuses entreprises, les premières années sont difficiles. Quelques startups qui s'en sortent bien, mais elles sont quand même rares. Hein. La majorité des premières années d'une entreprise, c'est beaucoup de travail pour se faire un trou, un nom, et voilà. Et puis, progressivement, les premiers salariés sont arrivés au bout de 5 ans. Et assez naturellement, en fait, moi, je leur ai proposé de passer en Scope. Donc, il y a deux grands types de raisons. Il y a les raisons idéologiques qui ont déjà été données. Chacun a son chemin personnel. Enfin, de mon côté, être patron, ça ne me convenait pas. Je ne suis pas une famille communiste où forcément ça ne le faisait pas. Hein. Donc il fallait trouver un autre moyen de continuer l'aventure. Et après, il y a des questions pragmatiques aussi. On est dans un métier plutôt rare, des spécialistes qui sont assez rares en France. L'université ne forme pas. Donc on forme en interne, donc il y avait aussi une obligation un peu de proposer un modèle d'entreprise qui permette aux salariés qu'on venait de former de rester avec nous et de ne pas partir à la concurrence. Un autre effet pragmatique qui était de pouvoir assurer la croissance, puisque j'avais créé l'entreprise, mais je ne suis pas je ne suis pas fils de chef d'entreprise, donc pas de moyens personnels qui permettaient de financer la croissance de l'entreprise. Les banques sont plutôt frileuses quand on est une petite entreprise pour financer les choses, d'autant plus quand c'est dans des domaines de l'environnement où les banques ne connaissent pas grand-chose. Hein. Pour ouvrir une pizzeria, c'est déjà plus facile, même si pour les pizzaiolos, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, quand on leur parle de bioindication, de qualité des rivières, ils me regardaient avec des grands yeux. Et donc pour financer la croissance de l'entreprise, il a fallu que les salariés participent, et plus on est nombreux à participer, et plus on arrive à avoir des fonds. Et puis là, la solidarité joue de l'ESS, puisque quand on devient une Scope, on rentre dans un mouvement qui est le mouvement coopératif. Il y a une union régionale des Scopes, une confédération générale avec des outils, des moyens financiers qui permettent de développer aussi ces entreprises. Et donc ça a permis de développer l'entreprise. Donc à la fois des considérations idéologiques et puis des considérations très pratiques de nécessité d'avancer aussi vers un autre modèle de société. Et je vous remercie pour vos réponses aussi riches qu'intéressantes.
Et je passe la parole à Delphine pour la suite des questions qui font débat. Merci Vincent. En effet, en tant qu'étudiants et surtout futurs acteurs du territoire, nous nous posons un certain nombre de questions par rapport à l'ESS et à ses structures, car c'est éventuellement des futurs employeurs pour nous. Donc, notre première question est la suivante. En quoi les pratiques de l'ESS participent-elles au développement durable des territoires ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, sur la table, vous avez un... Alors j'ai le micro, donc je vais commencer. Pour ma part de l'ESS, puisque je pense que vous avez compris que l'ESS, c'est quand même une grande famille qui est quand même assez large, puisqu'elle va du mouvement associatif, en passant par les coopératives, les mutuelles, etc. Donc, ma partie de l'ESS coopérative, il y a un ancrage fort sur le territoire qui est lié à l'actionnariat. C'est-à-dire qu'il est impossible d'expliquer aux salariés qu'on va déménager l'entreprise en Chine ou ailleurs. C'est eux qui décident. Et donc, à partir du moment où une SCOP est installée dans un territoire, elle n'en bouge pas. Elle en bouge si, au final, économiquement, il n'y a pas de place pour elle et elle disparaît, en sachant que la durée de vie des SCOP est bien supérieure à la durée de vie des entreprises classiques. Le taux de réussite à 5 ans est de 20 points supérieur à une entreprise classique. Donc quand une SCOP s'installe, c'est de l'emploi durable pour longtemps. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas l'objectif des sociétés coopératives. Notre objectif, c'est un objectif commercial. On a une vie commerciale à mener, mais on promeut de la démocratie en interne, puisque c'est chaque associé a une voix, quel que soit le montant de capital détenu. Et la très grande majorité des SCOP, je dirais, sont extrêmement participatives, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup l'avis aux salariés, aux associés, sur le devenir de l'entreprise. Et ça crée aussi, je pense qu'on recrée un peu de la citoyenneté, là où aujourd'hui les partis politiques sont peut-être un peu en échec, c'est-à-dire participer, c'est quoi la construction démocratique, comment est-ce qu'on participe au choix et comment est-ce que des fois il y a des choix qui personnellement ne nous vont pas, mais on voit bien que collectivement il faut qu'on aille dans ce sens-là parce que c'est l'intérêt de la collectivité. Et ça, je crois bien pour les territoires, c'est quelque chose de riche. D'avoir des salariés qui comprennent le fonctionnement économique, le fonctionnement d'une collectivité, qu'elle soit économique ou d'une collectivité sociale comme une mairie ou conseil départemental. Merci beaucoup. Amandine, vous souhaitiez vous exprimer. Pour ma part, je pense que l'économie sociale et solidaire apporte beaucoup pour le développement des territoires de manière générale, mais le développement durable aussi. Bon, forcément, il y a des liens très forts entre l'économie sociale et solidaire et le développement durable, rien que dans les piliers qui sous-tendent chacun de ces deux thématiques. Rien que, si on rajoute à économie sociale l'environnement, on tombe sur les piliers du développement durable. La gouvernance est un élément assez fondamental aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc, mine de rien, il touche des thématiques communes. Donc, la territorialisation aussi. C'est un autre exemple des thématiques qui rejoignent ces deux éléments. Donc il y a des liens très forts. Après, ils ne sont pas forcément tout le temps concomitants ou convergents. L'économie sociale et solidaire, c'est longtemps passé de l'environnement. Enfin, c'est pas de facto quelque chose qui va ensemble. Et parfois aussi, il peut y avoir des divergences. Toute coopérative n'est pas forcément environnementalement responsable. L'utilité sociale qu'on met derrière l'ESS, elle dépend des acteurs qui font partie en fait, des structures. Donc du coup, en ce sens-là, on ne peut pas préjuger du lien entre les deux. Mais souvent, il est relativement fort, je pense. Surtout que du coup, au niveau de l'innovation sociale, qui est quand même assez inhérente à l'économie sociale, elle est aussi très importante pour le développement durable des territoires. Donc c'est encore des liens très forts.
vous voulez Alors, rajouter moi, c'est une question que je poserai aux différentes entreprises de l'ESS. Est-ce qu'elles s'impliquent ou est-ce qu'elles participent au développement durable? C'est une question assez intéressante parce que moi, je suis un peu plus mesuré, sur voilà, les 3 piliers du développement durable. Et dans ce sens, d'ailleurs, la loi rend obligatoire à partir de 2018, le fait que chaque structure de l'ESS mette en place un des items du guide des bonnes pratiques. Le guide des bonnes pratiques, il reprend 8 éléments clés, dont l'éco-responsabilité, la participation des bénéficiaires ou des salariés à la structuration ou l'activité de l'entreprise. Elle fait état aussi de la politique salariale, par exemple, de la santé et les qualités de vie au travail. Voilà, il y a quelques items, du coup, qui recoupent un peu l'idée de ce qu'on a du développement durable, en tout cas. Donc c'est vrai que sur la gouvernance ou même sur le bien-être des salariés, il y a beaucoup de choses à faire dans l'ESS, hein, c'est pas le monde des bisounours non plus, même si on le promeut comme ça, effectivement, actuellement, parce que il a un lien fort avec le territoire, et l'ancrage local, d'ailleurs, est vraiment au-delà des 3 éléments clés que promeut la loi, qui sont, donc je vous le rappelle, la réponse à un besoin d'utilité sociale. Là encore, la définition pourra y revenir. La gouvernance démocratique et la gestion responsable. L'idée, c'est, au-delà de ces trois valeurs, c'est vraiment l'ancrage local, la liberté d'adhésion. Et sur tous ces items, il faut que chaque entreprise puisse se poser les bonnes questions pour, effectivement, en même temps, allier activité économique et pérennisation de l'activité de l'entreprise, et puis le bien-être social et l'éco-responsabilité. Donc voilà, c'est une question que je vais poser, parce que c'est vrai que là, sur l'aspect des coopératives, où effectivement on ne va pas délocaliser à l'étranger ou ailleurs, et que du coup on est vraiment dans des valeurs de développement local, on répond à certains besoins, mais qui évalue le fait qu'on répond à un besoin sur un territoire? Est-ce qu'on répond réellement à un besoin de tel ou tel territoire? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser légitimement, et donc du coup, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu plus mesuré. Alors après, c'est ce que j'ai oublié de parler, si j'ai 2 minutes, c'est j'ai pas présenté la CRES, parce que la CRES est une nébuleuse pour pas mal de monde. Du coup, je vais essayer de la présenter vraiment très succinctement. Donc on est une association avec 7 collèges, hein, les collèges représentatifs des typologies des structures de l'ESS, donc associations, mutuelles, fondations, coopératives, et les fameuses sociétés commerciales de l'ESS, hein, qui ont une légitimité vis-à-vis de la loi, hein, donc SARL ou SAS, qui respectent dans leur statut les principes de l'ESS. Et puis on a 2 collèges de syndicats d'employeurs et de dynamiques locales, qui n'ont pas forcément de statut juridique, mais ce sont des acteurs qui se regroupent et qui ont envie que l'ESS soit vraiment partie prenante du développement de leur territoire. Donc du coup, on a ce collège qui est important pour nous, et qui met en lumière certaines dynamiques de collectifs locaux. On peut penser à Cap Solidaire en Sud-Gironde, on peut penser au pôle territorial de coopération économique de Tarnos, etc., etc. Donc, nous sommes une association, 200 adhérents, avec 4 missions clés, hein, donc des missions qui sont harmonisées au niveau de la loi, hein, la mission politique, et là on a beaucoup à faire, hein, de représenter les acteurs, et puis de lobby auprès des élus, notamment pour que l'ESS soit un élément de développement local. Ça, c'est vraiment compliqué sur certains territoires, mais c'est vraiment une de nos missions, hein, et on œuvre pour ça, en tout cas. On a une mission de développement économique, emploi et formation, donc avec 2 axes: l'orientation des porteurs de projets, hein, tout type de projet au stade de l'idée, on essaye de les orienter vers des structures pertinentes en fonction de la problématique des porteurs de projets, et puis la coopération économique. Et sur la formation, effectivement, on s'inscrit dans la dynamique du lycée agricole, c'est-à-dire faire en sorte que de plus en plus de modules, de plus en plus de formations à l'ESS se développent. On a une mission de promotion et on a une mission d'observatoire. Voilà les 4 missions. Donc voilà, c'était juste pour représenter l'ESS, et donc du coup, on répond là aux besoins des acteurs des territoires, et on intervient en fonction de ces besoins-là. C'est important parce que la CRES a longtemps été vue comme une structure sur un piédestal, pas du tout en lien avec les acteurs, et nous, notre volonté aujourd'hui, et je prends la place qu'on a aujourd'hui pour le dire, on a vraiment envie de mettre en avant les acteurs des territoires et de les soutenir dans leur projet ou dans leur dynamique.
Merci beaucoup. Jean-Luc Giraudet. Oui, je parlerai plus généralement des structures associatives, de la façon dont les structures associatives peuvent sans doute être des acteurs majeurs en termes de développement durable. D'abord par leur statut qui est à but non lucratif. Donc le fait qu'il n'y ait pas de possibilité pour une association de faire du profit est sans doute un facteur aidant à une politique de développement durable. Le deuxième aspect, c'est l'implication des bénévoles. C'est-à-dire que beaucoup d'associations, d'abord, n'ont pas de salariés, donc que des bénévoles. Et je prendrai simplement un exemple. La Ligue d'enseignement, depuis 25 ans, organise un grand festival dont certains ont sans doute entendu parler, qui est le Festival de la Vallée, qui est un festival de spectacles vivants. Et le zéro déchet sur ce festival, puisqu'il y a des repas qui sont servis, etc., ou le montage de toilettes sèches, ça fait presque l'objet d'un concours entre les communes pour savoir quelle est celle qui va avoir la meilleure politique de développement. Donc ça, c'est des facteurs où la structure associative est sans doute en position favorable. Maintenant, je crois que, comme vous le disiez, c'est pas non plus le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des associations qui n'ont pas du tout de politique de développement durable ou qui ont aussi, vis-à-vis de leurs salariés, un fonctionnement qui n'est pas conforme à ce qu'on pourrait attendre des structures de développement durable. Et là, je crois que l'accompagnement des associations, c'est-à-dire le fait que les associations puissent se rencontrer, c'est l'un des rôles aussi de la Ligue de l'enseignement, se rencontrer d'abord sur un territoire. Je crois que tous les intervenants ont parlé de l'importance de la structure territoriale, aider à ces associations à mieux se connaître et aider à diffuser les bonnes pratiques peuvent sans doute aider à cette politique de développement durable. Je vais juste rajouter, parce que ça m'a fait penser à quelque chose là sur le développement durable, justement. Ça dépend comment on le voit, si c'est celui institutionnalisé ou en tout cas... ou si on parle du mouvement un peu plus social, ou en tout cas de l'engouement des gens à vouloir aller vers un développement alternatif. Et si on parle de ce développement durable, là, l'ESS est toute privilégiée, entre guillemets, pour accueillir justement des activités qui répondent à de nouveaux besoins. Parce que justement, ça offre une capacité d'expérimentation et de renouvellement du rapport État, marché, société civile, pour tester des nouvelles expérimentations de consommation, de production, de travail, qui justement répondent du coup à ces enjeux-là et à ces besoins nouveaux qui sont portés par des mouvements sociaux ou par des envies en fait de la société civile à la base, quoi. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que ces piliers-là sont vraiment partie prenante des nouveaux projets qui se créent sur l'ensemble des territoires. On va pouvoir en donner des exemples, mais c'est vrai que des citoyens se regroupent et se disent mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble, ou alors sur quoi on peut travailler ensemble pour développer économiquement notre territoire, et sur quels moyens on va pouvoir compter, parce que c'est vrai que y a besoin aussi d'une volonté politique, effectivement, pour créer des projets d'activité, et notamment en milieu rural. On ne peut pas être seul. C'est vrai qu'être seul, à part si effectivement on s'inscrit dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi, mais c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui mettent du temps à émerger, parce qu'il faut vraiment avoir une idée innovante, notamment, avec des citoyens éclairés et investis, et ensuite que ça puisse générer assez d'activités pour pouvoir subvenir à ces besoins et pouvoir subvenir aux besoins de la population, enfin des habitants sur un territoire. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Je pense que c'est vrai que si on s'approprie bien ces notions-là, ces trois piliers, ces notions de développement durable, et c'est vrai que les associations le promeuvent, en tout cas dans leur quotidien, ou essayent de le promouvoir. C'est vrai qu'il y a toutes les formes de statut dans l'ESS peuvent concourir au fait qu'elles peuvent respecter en tout cas les trois piliers, ou s'intégrer dans ce qu'est le développement durable. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos réponses très intéressantes. Je rappelle moi, je peux donner peut-être un exemple. Non, mais parce qu'on parle comme ça, mais je peux donner peut-être un exemple. J'en ai plusieurs, mais il y a un exemple qui est quand même très très intéressant que certains connaissent, ou que certains d'entre vous connaissent. C'est donc dans les Landes, par exemple. Je vais prendre le département des Landes, ce projet est vraiment soutenu, et c'est pour ça que c'est important aussi que la collectivité soutienne ce genre d'initiative. Donc en 2005, à Rion-des-Landes, je ne sais pas si vous connaissez à Rion-des-Landes.
connaissez ce projet. Donc en 2005, il y a une association qui est née qui s'appelait C'est quoi ça ? Alors en fait, C'est quoi ça ? C'est une association qui développait des projets de solidarité internationale avec notamment un village au Pérou qui s'appelait Kwassa. Donc c'est pour ça que l'association s'appelait C'est quoi ça ? Bon voilà. Et en 2010... Excusez-moi juste si je peux me permettre, si vous pouvez aller un petit peu vite. Bon. J'essaie d'aller vite. On a deux autres questions derrière. Non, mais c'est pour montrer, c'est un exemple vraiment typique de ce qu'on peut faire sur un territoire qui pas forcément, qui est vraiment en milieu rural, isolé, entre Mont-de-Marsan, Dax, etc. Et donc du coup, en 2010, il y a Jeannot, une personne âgée du village qui décède et la mairie il avait décidé de léguer son terrain à la mairie. Donc la mairie, voyant cette association qui souhaitait avoir des locaux et puis qui basait leur activité sur du maraîchage en permaculture. Alors ils n'étaient pas labellisés bio, ils ne pouvaient pas parce qu'à côté il y avait beaucoup d'épandage. Donc la mairie a légué ce terrain à ces jeunes, du coup, pour qu'ils puissent développer leur activité de maraîchage. Bon, et bien 7 ans après, il y a 10 salariés. Ils ont développé des activités, c'est un centre ressources, et ils ont développé des activités, ils ont rénové une grange, maintenant c'est lieu de résidence culturelle. Ils travaillent avec différents publics, personnes âgées, personnes handicapées. Ils vendent leurs produits sur un circuit court, etc. Ils ont développé et maintenant ils font de la recherche-action sur la viabilité d'un projet de tiers-lieu agricole. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des jeunes qui se sont regroupés, qui ont vraiment, avec l'aide de la collectivité, développé leur activité. Et maintenant, ils sont effectivement aidés par la région et le département. Mais l'idée, c'est de pouvoir alors, c'est à peu près 45% de subvention, de budget de fonctionnement. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi être petit à petit autonome et d'imaginer comment l'activité, en la dupliquant aussi sur d'autres territoires, parce que maintenant ils en sont là, comment on peut vraiment localement générer une activité économique, être soutenu par les entreprises du coin, la mairie, parce qu'il ne faut pas aussi non plus être que entre nous dans l'ESS, mais il faut s'appuyer aussi sur les ressources locales, donc qui permet un développement des territoires en respectant et en s'intégrant dans les 3 piliers du développement durable. Voilà. Merci beaucoup. On va donc passer à notre deuxième question. Selon vous, l'image de l'ESS est-elle porteuse pour votre structure ? Alors peut-être je peux m'adresser à Monsieur Fontan. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Vous avez évoqué votre passage de la SARL à la SCOP. C'est absolument pas porteur. Non, si on a connu une croissance, c'est parce qu'on travaille bien. Et on travaille à 90% pour des marchés publics. Et en marché public, qu'on soit SCOP, alors théoriquement en marché public, si on a égalité de points, les sociétés coopératives sont avantagées, mais ça n'arrive jamais. Donc ça n'a pas d'impact concret. Après, on travaille dans un milieu environnemental où on se retrouve avec beaucoup d'ingénieurs en environnement qui sont nos clients. C'est un milieu qui est plutôt sensible à l'ESS d'une manière générale et à la coopération. Donc, il peut peut-être y avoir un peu plus de sympathie vis-à-vis de certains clients. Mais c'est assez rarement, pour les SCOP en particulier, un avantage concurrentiel d'être en SCOP. Le seul vrai avantage concurrentiel, c'est qu'on a des salariés qui sont hyper motivés et qui font toujours bien leur travail parce que c'est leur entreprise, donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire les choses bien. Donc ça nous rend meilleurs, je pense. Mais c'est-à-dire en termes d'image, vous ne revendiquez pas ce statut-là de faire partie de l'économie sociale et solidaire ? Si, on le revendique. On a fait une grosse campagne de pub pour nos différents scopes, une grosse communication, mais c'est une image de marque. Ça a peu d'impact en termes de chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on veut plus véhiculer, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que parce qu'en est en scope, on travaille différemment d'autres entreprises concurrentes qui sont pas en scope, où le PDG peut rouler en Jaguar, moi je ne roule pas en Jaguar, et donc quand on donne des prix en appel d'offres, c'est des prix qui correspondent à payer correctement des collègues, sans avoir des stagiaires que l'on prend en permanence pour remplacer des salariés.
voilà, dans quelle l'éthique. Donc c'est ce qu'on peut promouvoir, voilà, montrer qu'on a cette éthique-là. Mais ça, malheureusement, il y a assez peu de... Comme ça joue pas sur les prix, au contraire, peut-être même un peu plus cher, du coup, ça aide pas. Merci beaucoup. Qui d'autre veut s'exprimer sur cette question? Oui, je peux dire un mot. D'abord, je crois que les associations pour le grand public ne sont pas forcément identifiées comme des structures de l'ESS. Donc c'est plutôt, pour répondre à votre question, je répondrai plutôt, est-ce que le fait d'être identifié association est un atout? Et là, j'en suis pas certain, parce que l'association est souvent perçue comme de l'amateurisme, comme un manque de professionnalisme. Et quand on voit en plus qu'aujourd'hui, des secteurs d'activité, je pense particulièrement à des communes où des activités étaient faites traditionnellement par le secteur associatif, où il y a des appels d'offres maintenant qui sont mis en place. Hein. Je pense à la restauration scolaire, je pense à l'accueil de loisirs ou des choses comme ça. Quelquefois, le fait des secteurs associatifs n'est pas forcément un atout dans la perception que les gens peuvent avoir de nos activités. Je vais rebondir sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand est venu le temps de se trouver un statut juridique, le choix de l'ESS pour moi était assez clair, mais après, au sein de l'ESS, quel type de structure, c'était beaucoup moins évident. D'une part, par méconnaissance sûrement, et aussi parce que pour savoir justement la plus-value de chaque type de structure. Et au niveau de l'association, au niveau des bureaux d'études, effectivement, la raison principale pour laquelle on n'a pas opté pour cette structure, c'est que alors je ne parle pas au niveau de la qualité du travail qui est fourni, mais de la visibilité, c'est vu comme non professionnel. Et du coup, quand on veut se professionnaliser, c'est pas forcément adapté. Donc au niveau de la visibilité, je suis assez en accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas sûre que ce soit une réelle plus-value en dehors de l'éthique qui est démontrée et qu'on met de l'avant de manière très forte. Monsieur Pérez? Non, c'est vrai que oui, rapidement. c'était par rapport aux structures, cette santé de l'ESS, donc la Crèce, heureusement, parce que sinon. Après c'est vrai que les structures historiques, enfin les statuts historiques, associations, coopératives, mutuelles et fondations font partie de l'ESS. Maintenant, c'est vrai que si on veut créer sa société SARL ou SAS, on peut aussi quand même se promouvoir de l'ESS, puisqu'on peut s'inscrire au registre du commerce en tant que tel, si on respecte dans ses statuts les principes de l'ESS. Et puis après, bon, c'est vrai que déjà qu'une association n'est pas forcément identifiée ESS, enfin, la Crèce, personne ne la connaît concrètement, à peu près, on œuvre pour ça, mais du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la loi, c'est qu'elle légitime les acteurs de l'ESS, notamment si elle va plus loin, en leur donnant la possibilité d'être agréés ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc là, effectivement, là, on n'aura pas de Jaguar, puisque on a un encadrement des salaires et une grande majorité des bénéfices sera affectée au projet d'entreprise ou en réserve. Donc là, effectivement, l'ESUS, là, estampille vraiment ce que je disais tout à l'heure, le rapport entre l'activité économique et les valeurs, quoi, les valeurs de l'ESS, c'est ce qu'on vraiment promeut sur le terrain. Mais ça c'est pareil, il faut qu'on fasse connaître ça davantage, et c'est un long chemin de pèlerin, ça c'est évident, quoi. Donner une visibilité. Donner une visibilité. Bien, merci beaucoup. Notre dernière question. À votre avis, dans l'avenir, quels sont les points de vigilance pour les structures de l'économie sociale et solidaire? Qui veut ouvrir le débat? Peut-être que quelqu'un d'autre peut prendre la parole, oui. Alors, c'est difficile à répondre parce que je pense que ça dépend où on se situe dans l'ESS. On a toujours l'impression que les autres font moins bien et que
notre modèle est le meilleur, donc c'est un peu compliqué. Moi, les points de vigilance, parce que la loi sur l'ESS de 2014 a modifié beaucoup de choses, mais elle a introduit quand même, pour moi, un peu de loup dans la bergerie. Vous parliez de l'agrément ESUS, Aquabio ne l'a pas. Et ne l'a pas obtenu, et on ne peut pas l'obtenir. Alors que d'autres structures vont l'obtenir, et je ne suis pas sûr qu'elles fassent vraiment partie de l'ESS. Donc on a une vraie problématique. Les points de vigilance, elles sont sur l'éthique des structures. C'est-à-dire qu'on a des statuts juridiques différents. Comme vous disiez, des associations, il y a des associations qui peuvent être des employeurs absolument abominables, qui n'ont rien à faire dans l'ESS, qui payent très mal, qui ne prennent que des CDD, qui virent. Voilà, il y a une conception de l'activité économique qui n'est pas rédigeable en statut. On ne peut pas écrire faire partie de l'ESS et ça. Donc c'est assez difficile. Je prendrai un autre exemple, puisqu'ils font partie de l'ESS, mais ils participent très peu à la CRES par exemple. C'est le mouvement agricole. Les coopératives agricoles font partie de l'ESS. Bon, elles ont du mal à se considérer comme faisant partie de l'ESS. Elles ont leur structure à part, un peu difficile, et puis quand on voit un certain nombre de grandes coopératives agricoles, où est l'ESS et le développement durable, on ne sait pas trop. Les banques mutualistes coopératives font partie de l'ESS. Un certain nombre de banques qui sont souvent partenaires des structures de l'ESS, on peut comprendre, d'autres qui sont allés boursicoter à travers le monde, financer de l'expansion, voilà. Donc, le statut ne garantit rien, absolument rien. Une coopérative, puisqu'on peut revenir à une société coopérative, c'est au minimum 2. On peut très bien concevoir, être en scope et avoir une société de 10 000 salariés et qu'il y a 2 salariés qui sont associés et qui sont une scope. Ça n'existe pas, mais le statut ne protège en rien. Et ce qu'on a du mal à se préserver, moi c'est le point de vigilance, c'est l'éthique. Et ça, l'éthique, c'est un long travail. Voilà. Le problème, c'est que chacun a son degré d'éthique de ce qu'il accepte ou pas. Et donc, une grande difficulté, et je pense que c'est une des difficultés qui fait que la famille de l'ESS a du mal des fois à se réunir parce que il y a beaucoup de monde dedans. Merci. Amandine? Je suis encore une fois assez en accord avec ce qu'il dit. Je rajouterais notamment aussi pour les associations, ou pour en tout cas des structures de l'ESS qui fonctionnent beaucoup sur la subvention pour certaines formes de l'ESS en fait. Ça c'est un gros point de vigilance aussi, étant donné on ne va pas se le cacher, on est tous dans les restrictions budgétaires, dans aussi on voit les contrats aidés, ce que ça peut faire sur certaines activités dans l'ESS. Et donc c'est vrai que trouver comment au niveau budgétaire être plus autonome, c'est un gros enjeu pour certaines activités et certaines structures. Oui, je voudrais rebondir sur cet aspect subvention. Pour avoir un ordre d'idée, pour la Ligue de l'enseignement de la Dordogne, sur un budget de 5 millions d'euros, les subventions représentent 17%, ce qui n'est pas considérable pour le milieu associatif. Alors, parmi nos 350 associations affiliées, ce pourcentage est très variable. Il peut aller jusqu'à 80% pour certaines d'entre elles. Et je crois que le point de vigilance, bien sûr, être attentif à la part que représentent ces subventions, mais surtout des relations que peut avoir l'association avec les collectivités en général qui les subventionnent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le projet associatif, le projet d'association, disparaissent derrière les contraintes de la subvention. C'est-à-dire que la collectivité territoriale va dire on vous subventionne, donc c'est notre projet associatif, en fait on l'oublie, et on vous finance, donc vous devez répondre à nos demandes.
c'est même pas que dans le projet, c'est aussi, tu sais qu'il y a une subvention, il y a demande de reddition de comptes. Et la manière dont on doit rendre des comptes, du coup, impacte beaucoup la manière dont on va travailler. Et du coup, ça peut tout doucement en fait nous faire dévier de notre propre système de travail qu'on s'était donné tous ensemble. Oui, pardon, je termine. Un point important là-dessus pour rebondir, c'est, je crois que dans l'accompagnement des associations, on a un rôle important à jouer, c'est de bien, dans ces présentations de demande de subvention, valoriser le travail des bénévoles. Parce que quand on dit le budget d'une association de telle somme en euros, on oublie le temps consacré par les bénévoles. Et donc maintenant, on incite de plus en plus les associations, il y a des règles comptables pour le faire, de façon à valoriser le travail qui est fait par les bénévoles. Alors, il y a énormément d'éléments sur lesquels on pourra rebondir. Bon, effectivement, la loi, elle a mérite quand même d'exister, elle ne va pas assez loin sur certains critères, certains éléments, ça je suis d'accord, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Ensuite, il y a eu la loi qui a vraiment rebattu les cartes sur le financement notamment des associations, puisque les départements n'ont plus la possibilité de financer du fonctionnement. Et donc, du coup, il faut trouver les lignes, il faut être malin pour trouver les lignes sur lesquelles, ou les compétences du département sur lesquelles on peut solliciter le département sur certaines lignes de financement. Bon, et c'est vrai qu'il faut trouver de nouveaux modèles, en tout cas, et c'est ça la difficulté au niveau des entreprises de l'ESS. Pour revenir sur, effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est notre problème à la presse, l'argumentation sur valoriser l'hétérogénéité des structures de l'ESS, notamment les banques mutualistes et les coopératives, c'est sûr. Et en plus, quand il y a des schémas qui sont complexes, non, mais je vous donne le crédit agricole, les caisses locales sont fortes coopératives et voilà, la Société Nationale est une SA cotée en bourse et qui va sur des paradis fiscaux. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que pour argumenter le fait que les structures de l'ESS, c'est un pilier d'avenir pour le développement local, on a ces difficultés. Il y avait tellement de choses sur lesquelles je voulais revenir, j'ai pas noté. Mais en tout cas, voilà, sur les US, si on revient sur les US, c'est vrai que l'agrément est demandé à la directe et pas au CRES. Donc ça a été quelque chose qui nous a semblé un petit peu dommage, parce qu'il y a certaines directes qui ne sont pas du tout compétentes, qui ne savent même pas ce que c'est que le SF ni les US. Donc vous imaginez le parcours du combattant pour les acteurs sur le terrain qui veulent vraiment valoriser le fait qu'ils correspondent aux éléments de l'agrément ESUS. Et enfin, je voulais rebondir sur, je ne sais plus, ça va me revenir, mais... Peut-être ça viendra plus tard avec les questions. On va s'arrêter là pour la partie de débat. Merci à tous. C'était très riche et très complet. Enfin, très compliqué. Non, c'était par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc Girondel, c'est qu'on a aussi, on est en train de construire, parce que c'est important, parce que c'est l'économie de la subvention, de la précarité, de l'assistanat, etc. Sauf que on peut très bien argumenter par A plus B que l'économie dite classique ou capitalistique est autant subventionnée, voire davantage que l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire en argumentation. Je ne dis pas que demain ça va sortir, on aura la publication du Conseil national des CRES, qui coordonne l'ensemble des CRES, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et on fait attention. Merci beaucoup. Alors j'imagine qu'il y a pas mal de questions dans le public. Donc vous avez votre petite feuille, vous pouvez rédiger vos dernières questions. Je laisse maintenant la parole à Céline qui va vous expliquer le déroulement de cette partie de la table ronde. Merci Delphine. Oui, donc maintenant les collègues vont se diriger vers vous pour pouvoir récupérer vos fiches et ainsi récolter vos questions. Donc ensuite il y aura une pause de 15 minutes et après la pause je poserai la question à nos intervenants qui se feront plaisir d'y répondre pendant à peu près 45 minutes et les questions s'y afficheront sur l'écran devant vous. Donc je vous invite à vous lever et à vous réunir en groupe de 2-3 personnes pour que vous puissiez donner les fiches à mes collègues et pouvoir aussi surtout exprimer sur vos interrogations auprès de mes camarades. Merci à vous, à tout à l'heure.